Bonjour, bonjour tous. Bonjour. Bienvenue à ce webinaire où on va parler d'indicateurs RH. Je suis Nicolas, je suis directeur commercial et marketing de QuickMS. Je vais laisser Lina se présenter. Moi, je suis Lina Govignas, la responsable des ressources humaines de QuickMS. Voilà. Nous sommes ravis de faire ce webinaire avec vous. On va parler, comme je vous disais, indicateurs RH. Alors, au départ, quelques règles. Vous avez en bas à droite un bouton chat. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous voulez approfondir un sujet, un ou l'autre des indicateurs qu'on voit ensemble. On va essayer d'y répondre le plus rapidement possible ou en temps réel. Donc, voilà. N'hésitez pas, je vais taper quelque chose dedans pour que vous puissiez tous le voir. Et normalement, vous avez dû voir un message qui apparaît. C'est reçu. Alors, comment va se dérouler le webinaire? Ça va durer une demi-heure à peu près. On va parler des grands enjeux RH en 2025 et les indicateurs à suivre. On va d'abord démarrer par une présentation, mais je vous rassure, 1 minute, 2 minutes grand maximum de notre société QuickMS. Et ensuite, Lina et moi allons vous partager, Lina, son expérience du pilotage d'une société en tant que responsable des ressources humaines et quels indicateurs elle suit et pourquoi. Et moi, je parlerai plutôt du comment, c'est-à-dire comment on peut les suivre, comment on peut les mettre en place. Et je vous montrerai deux, trois exemples d'indicateurs sur chacun des 5 sujets que nous allons voir. Alors, la société QuickMS a été créée en 2018. Nous sommes aujourd'hui un peu moins de 30 collaborateurs basés à Marseille. Nous commercialisons 3 logiciels. Un premier qui s'appelle Graphic, qui est un logiciel de BIRH, de Business Intelligence, destiné aux ressources humaines et qui a 3 grandes fonctionnalités. La première, il vous permet, grâce à la DSN, mais aussi à toutes les données de n'importe quel SIRH qui sont récupérés via des connexions API ou par import de fichiers Excel à plat. Donc, ce logiciel vous permet d'automatiser votre reporting. Vous avez une base de données d'un peu plus de 2000 indicateurs autour de la masse salariale, des effectifs, de l'absentéisme, de la formation, des entretiens, du bien-être. Et vous pouvez construire vos dashboards de pilotage et les partager avec votre direction, vos managers, et suivre votre masse salariale, les effectifs, le ratio d'absentéisme, par exemple. Deuxième fonctionnalité, c'est l'automatisation de vos obligations légales et notamment la BDESE, qui, faite à la main sur Excel, peut prendre beaucoup de temps. On l'automatise quasiment intégralement et une automatisation à 100% du calcul de l'index FAMOM. Troisième fonctionnalité, la possibilité de réaliser, de diffuser auprès de l'ensemble de vos collaborateurs des BSI, le bilan social individuel. Première solution graphique. Deuxième solution Crew, logiciel de digitalisation des entretiens, quel que soit l'entretien, professionnel, bilan 6 ans, fin de période d'essai, annuelle d'évaluation, mais aussi la possibilité de réaliser des sondages internes, de gérer votre plan de formation. Vos collaborateurs vont pouvoir exprimer leur souhait de formation sur le catalogue que vous avez intégré. Vous allez pouvoir construire votre plan de formation ainsi et gérer les objectifs. Et troisième logiciel qui n'apparaît pas là, qui s'appelle Delegate, qui est un logiciel de déclaration, de gestion et de digitalisation des heures de délégation de vos élus, si vous en avez. Si vous avez 2-3 élus à gérer sur Excel, ça passe encore, le transfert d'heures du titulaire vers le suppléant, mais si vous avez plus de 10, 15, 20 délégués, ça devient compliqué. On a aujourd'hui un peu plus de 600 clients qui utilisent l'une ou l'autre de nos solutions, un tiers sur les marchés publics, 2 tiers secteur privé. Hop. Lina, voilà, je te passe la main maintenant pour parler d'indicateurs. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner 5 indicateurs qui sont pour moi importants à suivre en 2025. Alors, généralement, on vous donne les indicateurs classiques à suivre pour connaître un peu les enjeux à venir dans votre entreprise, mais aussi les indicateurs, on va dire, plus traditionnels pour tout ce qui est obligation légale et notamment suivi de votre budget, entre guillemets. Moi, je vais vous donner ceux qui sont pour moi en tant qu'RH importants en 2025 et je vais aussi vous donner une manière, en tout cas vous dire comment moi est-ce que je les regarde, parce que généralement quand on suit les indicateurs on se fie aux chiffres. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est comment est-ce que moi je les regarde au-delà des chiffres et surtout comment est-ce que pour moi il faut les interpréter ou en tout cas comment il faut être vigilant dessus en 2025, puisque en fait ma vision, c'est qu'un indicateur, en fonction du contexte économique, en fonction du marché, du contexte aussi géopolitique et tout ce qui peut impacter vos entreprises, en fait, ces indicateurs, vous ne les regardez pas de la même manière. Donc, le premier
bien évidemment, qui est toujours le plus classique et qu'on suit, c'est l'indicateur de la rémunération. Alors, pourquoi est-ce qu'on suit l'indicateur de la rémunération? Tout simplement parce que c'est votre plus grosse charge normalement dans l'entreprise, c'est-à-dire que c'est votre masse salariale, elle sort et c'est pas forcément celle qui vous rapporte le plus. Et en 2026 va s'appliquer une nouvelle règle européenne qui va être la publication des salaires par fourchette. Et donc aujourd'hui, la question que je vous pose au-delà de suivre les rémunérations et de devoir, dans le cadre par exemple de l'index, d'assurer une équité ou en tout cas une égalité sur les salaires entre les hommes et les femmes à poste équivalent sur expérience équivalente, je vous demande de vous poser la question de, en 2026, lorsqu'il faudra publier vos salaires, est-ce que vous serez à l'aise? Donc normalement, ça fait quelques années que vous travaillez sur le sujet de la rémunération de manière à ce qu'il y ait moins d'écart entre les hommes et les femmes, enfin les femmes et les hommes, pardon. Voilà, c'est quelque chose que vous publiez dans votre index. Mais en 2025, il y a un autre enjeu au-delà de l'index, c'est la future publication des salaires de vos collaborateurs. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette future transparence? Si vous ne l'êtes pas, eh ben, il faut vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise? Quelles sont, selon vous, les inégalités à corriger, les injustices peut-être? Et donc, pour pouvoir se plier à l'application de cette norme, pour moi, c'est un indicateur que vous devez travailler cette année et suivre, en fait. Voilà. Outre... pardon. Outre ce qui se passe en interne, aujourd'hui, le marché 2025 ne rend pas très mobile les collaborateurs. On va en parler tout à l'heure dans la partie, dans un autre indicateur qui est celui de turnover, qui est aussi un indicateur classique. Mais ce que regardent beaucoup vos collaborateurs et peut-être ce dont ils vous ont parlé si vous avez fait des campagnes d'augmentation, c'est le marché. Aujourd'hui, ce qui est important de suivre dans cet indicateur, selon moi, c'est est-ce que les rémunérations que vous appliquez dans votre entreprise sont alignées au marché, puisqu'en fait, en interne, ça peut créer des frustrations et amener des sujets RH, et donc va avoir un impact sur les futurs indicateurs que je vous invite aussi à suivre en 2025 et donc que je vous détaillerai après. Donc, regardez bien si aussi ce que vous avez en interne, en plus des avantages, est conforme au marché. Voilà. Et alors, comment suivre cet indicateur? Je laisse Nicolas vous expliquer comment est-ce qu'on fait, nous, de notre côté. Très bien. Alors, dans notre solution graphique, effectivement, grâce à la DSN, ou aussi toute source, c'est ce que je vous disais, on a la capacité d'avoir une analyse assez fine et très précise de la rémunération, et notamment de pouvoir suivre la rémunération par genre et les écarts par genre, homme-femme. Je vous ai mis un exemple en bas à droite d'un donut où vous voyez le salaire moyen des hommes en rouge, le salaire moyen des femmes en bleu, mais aussi être capable de suivre les salaires par tranche d'âge, par ancienneté, par service et surtout par statut conventionnel. Et ce qui me semble intéressant de voir, c'est ce tableau que vous avez à gauche, qui est aussi issu de l'application graphique, qui vous permet de suivre par statut conventionnel le salaire moyen des hommes, le salaire moyen des femmes, le salaire moyen du statut et l'écart entre hommes et femmes. Et vous pouvez aussi suivre du coup les écarts entre les femmes et la moyenne du statut et les hommes et la moyenne du statut. Donc typiquement, c'est un tableau qui est, à mon sens, très intéressant de pouvoir mettre application et suivre, notamment pour voir sur quel statut conventionnel vous allez devoir concentrer vos efforts pour réduire les inégalités s'il y a besoin. Mais vous pouvez aussi le faire par service ou par ancienneté. Donc voilà deux exemples d'indicateurs qui nous semblent nous pertinents. À droite, la moyenne, homme-femme, et à gauche, une vision un peu plus détaillée. On rentre en profondeur sur, par statut, homme-femme, l'écart entre les hommes et les femmes par statut conventionnel. Est-ce que déjà sur ce premier indicateur qu'est la rémunération, vous avez des questions? Je ne vois pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. C'est vrai qu'il y a un onglet questions, mais je ne vois pas de questions. Non, il n'y en a pas, je te dirais. Je regarde. Ok. Ouais. Pas de souci.
Le deuxième indicateur que je vous invite à suivre, c'est l'engagement collaborateur et surtout en 2025. Alors, l'engagement collaborateur, c'est toujours très compliqué à mesurer parce qu'en fait, ça se mesure par des questionnaires sur les dires de vos collaborateurs, des notations, des sondages internes et parfois, on les fait à des périodes plus ou moins favorables. C'est-à-dire que si jamais vous faites par exemple, un sondage d'avis juste après une campagne d'augmentation, il y a de fortes chances que les notes soient plus mauvaises que autour de la période de Noël, quoi. On va dire ça comme ça. Je caricature, mais voilà. Pourquoi est-ce qu'il est important de suivre l'engagement collaborateur en 2025 ? Tout simplement parce que ça fait depuis 2024 que les entreprises reviennent en arrière sur tout ce qui a été acquis depuis le Covid, notamment les conditions de travail qui sont de plus en plus demandées par nos nouvelles générations, nos jeunes diplômés. Voilà, notamment la liberté de travailler dans ses horaires, le télétravail. Voilà, on voit qu'aujourd'hui, on revient beaucoup sur le full remote, sur le nombre de jours de télétravail qu'on peut faire en semaine, etc. Et donc, vous mixez ces conditions de travail qui reviennent un peu en arrière et qui sont absolument pas en adéquation avec ce que demandent les nouvelles générations et le marché 2025 qui n'est pas forcément favorable aujourd'hui pour les candidats, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'offres sur le marché aujourd'hui. Et puis, comme on est dans un contexte géopolitique pas très serein, pas très stable, et en fait, on va se sécuriser à son poste, on va essayer de trop bouger. On va essayer, d'éviter de trop bouger. Donc, quand vous mixez ce contexte à les conditions de travail qui sont revues par les entreprises, il se pourrait bien que l'engagement collaborateur diminue. Et ça crée ce que moi j'appelle une potentielle bombe à retardement. Donc, c'est important pour moi de questionner vos pratiques actuelles, voilà, et leur durabilité sur long terme. C'est-à-dire que si jamais avant vous aviez 3 jours de télétravail et qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, les entreprises sont en position de force, vous dites j'ai un faible turnover, je peux revenir à 1 jour de télétravail par semaine. Méfiez-vous. Hein. Moi, j'avais une collègue qui disait toujours que la roue tourne et c'est vrai que le marché s'inverse régulièrement. Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup de turnover ou pas beaucoup de personnes qui râlent que ça ne veut pas dire que vos collaborateurs sont engagés. Il y a aussi une autre info, une autre donnée que vous pouvez utiliser, à savoir si les pratiques que vous avez aujourd'hui, les conditions de travail que vous proposez sont favorables ou pas, ou en tout cas sont favorables à l'engagement collaborateur, c'est la manière dont vous attirez de nouveaux talents. Généralement, si vous offrez des conditions de travail qui répondent aux demandes de ceux qui cherchent un emploi, même si aujourd'hui ils ne sont pas en position de force, si vous attirez facilement des talents, sur les conditions de travail, je parle, donc l'ambiance de travail, le rythme de travail, la liberté et le télétravail. Si jamais vous avez des difficultés, potentiellement, votre engagement collaborateur, il est moins. L'engagement collaborateur va avoir un impact sur le prochain indicateur qui est celui du turnover. Mais avant, je vais laisser Nicolas vous expliquer comment nous, en interne, et quels sont les outils qu'on utilise, comment est-ce qu'on le mesure. Alors, on utilise essentiellement nos 2 outils, Crew, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, gère les entretiens, mais aussi les sondages internes et graphiques. Donc, en fait, chez QuickMS, on réalise des entretiens trimestriels, on ne fait pas des entretiens d'évaluation annuels, on en fait évidemment un annuel, mais on fait des entretiens d'étapes trimestriels où on permet de redéfinir, de voir si tout se passe bien avec le collaborateur, de redéfinir éventuellement d'axes de priorité de travail pour le trimestre suivant, de valider l'atteinte des objectifs, de fixer les nouveaux objectifs pour le trimestre suivant. Et dans chaque entretien, on pose systématiquement des questions où le collaborateur doit noter de 1 à 10 ces questions. 1, la moins bonne note, 10, la meilleure note. Et on lui pose des questions sur ses conditions de travail et sa charge de travail. Et on lui demande sur une échelle de 1 à 10, est-ce que ton activité quotidienne est chargée? Et est-ce que cette charge de travail impacte ta vie professionnelle, ta vie personnelle? Donc ça permet déjà à l'INA, qui fait une extraction derrière à la fin de chaque entretien, d'avoir des statistiques pour voir si les conditions de travail, et notamment la charge de travail, est conforme à ce qu'on attend, et s'il n'y a pas d'alerte en termes d'impact sur la vie privée de cette charge de travail. Donc c'est un sondage qui peut être fait évidemment en dehors des entretiens, il se trouve chez QuickMS, on le fait tous les trimestres dans chaque entretien. Excusez-moi. Et deuxième question,
des questions de bien-être au travail cette fois-ci. Comment te sens-tu dans ton travail? Est-ce que ton poste te plaît? Est-ce que les relations avec les autres membres de ton équipe sont bonnes ou pas? Donc là aussi, c'est fait dans le cadre d'un entretien. Donc ce n'est pas anonyme, mais vous pourrez très bien réaliser des sondages anonymes pour essayer, pour enlever les éventuels biais qu'il pourrait y avoir lorsqu'on répond à ce type de questions. Mais vous avez ici un exemple à l'écran des réponses qu'un collaborateur chez QuickMS peut mettre. Comment sens-tu dans ton travail? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça ne te plaît pas? Et est-ce que tu as des bonnes ou pas, d'ailleurs, mauvaises relations avec tes collaborateurs? Donc ça, c'est une des façons de le mesurer et d'avoir derrière des statistiques, soit via Excel, soit avec notre solution graphique, puisque les deux se parlent, et graphique permet d'automatiser les reportings aussi sur ces informations issues des entretiens ou des sondages internes pour mesurer le bien-être de vos collaborateurs au sein de l'entreprise. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'effectuer un sondage tous les... Alors, 6 mois, ça me paraît trop large. Donc, idéalement, tous les 3 mois. Pourquoi est-ce que 6 mois, ça me paraît trop large? Parce qu'en fait, en fonction de comment ça va évoluer, comment vont évoluer les réponses à ces questions, parce qu'en fait, vous pouvez... Enfin, là, vous avez un exemple de type de questions que nous, on pose, mais après, vous pouvez faire un sondage type avec un WOW score, ce qu'on appelle un WOW score, c'est-à-dire qu'en fonction des notations, vous avez un score plus ou moins bon et vous pouvez suivre l'évolution de ce score au cours de l'année. Si ce score diminue, ça veut dire que vous avez un engagement collaborateur qui diminue et que si demain le marché s'inverse et qu'on est de nouveau propice à une mobilité ou à un turnover et que les postes s'ouvrent, vous allez avoir un impact sur un turnover qui va augmenter. Aussi, le fait que l'engagement collaborateur diminue, peut-être aussi que votre productivité va être impactée, les relations en interne vont être impactées et bien évidemment, la motivation le sera aussi. Donc, 6 mois aujourd'hui, en sachant que les choses changent très vite, ça me paraît trop large. Annuellement, on n'en parle même pas, puisque annuellement, vous n'avez pas le temps de vous retourner. 3 mois, c'est bien. Vous lancez un petit questionnaire tous les 3 mois, vous jaugez un peu où vous en êtes, c'est pas mal. C'est le conseil que je vous donne. Voilà. Et après, bien évidemment, vous pouvez vous inspirer des questionnaires que l'on a pour les labels de bien-être au travail, donc tout ce qui est Great Place to Work, par exemple. Ça peut vous aider. Et après, si jamais vous êtes en train de passer un de ces labels, faites-le au bon moment. Bon, généralement, les entreprises le font à un moment où c'est propice pour elles. Mais voilà, en fait, vous voyez dans ce type de sondage, dans ce type de questionnaire, comment se sentent vos collaborateurs. Prochain indicateur, le turnover. Alors, le turnover, vous le suivez tous les ans. Voilà, ça, c'est le classique des RH. Normalement, il baisse, il a tendance à baisser depuis 2023, puisque comme ce que je n'arrête pas de vous dire depuis le début, c'est que les entreprises sont en position de force et il n'y a pas beaucoup de postes, donc les gens n'ont pas l'opportunité de beaucoup changer de poste. Et donc, c'est pas parce que vous avez un faible turnover que tout va bien. Donc, aujourd'hui, 2025, on est plutôt prudent, c'est-à-dire qu'on vise un peu la sécurité, ou en tout cas les candidats, les salariés cherchent la sécurité. Donc, en fait, ils restent en place, généralement. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'ils restent en place, tout va bien, ils sont heureux et vous pouvez être tranquille. C'est un peu le moment où vous devez être hyper prudent sur ce chiffre parce qu'il ne reflète pas du tout la réalité. Et si départ il y a, alors là, c'est l'opportunité pour vous, et normalement, ils sont plus rares que d'habitude, c'est l'opportunité pour vous de devoir creuser et surtout de poser la question de pourquoi. Il faut absolument comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans un marché pas très sécurisant, un collaborateur part. Est-ce que c'est un problème de rémunération? Est-ce que c'est un problème d'alignement avec l'entreprise? Est-ce que finalement, il a trouvé l'herbe plus verte ailleurs? Est-ce que en fait, il part tout simplement parce que il fait un burn-out, sa charge de travail était trop importante, il fait un burn-out, il veut arrêter. Grosse remise en question. Tout ça, c'est des choses, c'est des questions que vous devez impérativement poser au collaborateur qui s'en va. Parce qu'en fonction des réponses qu'il va vous donner, normalement, vous allez pouvoir plus ou moins anticiper ce qui va se passer en 2026 ou d'ici fin d'année 2025 en fonction de comment le marché tourne.
Et normalement, cet indicateur, on le suit une fois dans l'année. Là, essayer de le suivre 2 fois dans l'année, c'est pas mal. Voilà. Alors, comment on le suit? Comment vous allez le suivre? C'est comme tout indicateur, on vous conseille nous systématiquement de partir du plus large, c'est-à-dire que vous allez devoir à un moment donné installer un indicateur qui va mesurer votre turnover annuel, global, mais surtout l'évolution mensuelle et la comparaison par rapport au mois précédent et la comparaison par rapport à l'année précédente de votre turnover. Donc c'est la première des choses qu'il faudra mettre en place, c'est d'avoir un turnover sur l'ensemble de l'entreprise et une évolution et des éléments de comparaison. Donc ces éléments de comparaison doivent être par rapport à une période précédente, mais aussi par rapport à un environnement. Ce qu'on permet, nous, à nos clients, c'est de pouvoir comparer dans l'application ce turnover à celui du marché et à celui de leur région et de leur bassin d'emploi. Donc l'idée étant de pouvoir comparer, on ne sait jamais si un turnover de 3,48, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est impossible de savoir. Donc l'idée étant de se comparer par rapport à la période précédente, mais surtout par rapport à votre environnement et par rapport à la moyenne du marché. Et à partir de là, si ce sont les éléments que vous devez suivre, comme disait Lina, fréquence régulière, mais si à un moment donné, vous voyez qu'il y a une évolution défavorable de votre turnover, il dérape, il faut creuser, il faut continuer à chercher, et là, on va rentrer plus en détail. Et l'idée étant, encore une fois, il y a graphique ou autre, si vous faites sur Excel, c'est très bien déjà, même si c'est plus fastidieux, mais de creuser, de voir est-ce que cette évolution de turnover est concentrée sur un ou plusieurs services, sur un ou plusieurs statuts, voire croiser service avec statut. Est-ce qu'il est concentré sur un ou plusieurs métiers, emplois? C'est typiquement le tableau que j'ai mis en bas à droite, je suis navré, on ne le voit pas très très bien. C'est un grand tableau et je l'ai un peu trop réduit, mais vous avez les emplois, le nombre de jours d'absence par rapport au nombre total de jours travaillés de la période, et à droite, le turnover. Donc ça vous permet de voir si ce turnover est concentré sur un emploi en particulier, voire faire le croisement. Service, emploi, service, statut. Et là, vous allez pouvoir creuser et déjà identifier l'origine. Ce que j'entends par origine de l'absentéisme, du turnover, c'est à quel endroit dans votre organisation, ou à quels endroits au pluriel, se situe un éventuel problème. Et après, il faut aller plus trouver la cause, ce que disait Lina, bien-être, mal-être, burn-out, ou alors, et là aussi on le permet de faire à nos clients, c'est de pouvoir comparer votre rémunération moyenne par rapport à la rémunération moyenne de ces emplois, de ces statuts, de ces métiers, dans votre bassin d'emploi, et est-ce qu'elle est conforme? Et si à un moment donné vous voyez que vous avez un turnover sur un emploi qui augmente beaucoup, parallèlement à ça, votre rémunération moyenne est inférieure à celle de votre bassin d'emploi, là, il y a déjà une explication qu'on peut trouver. Voilà, donc l'idée étant de partir du global, général, suivre les évolutions, avoir toujours un élément de comparaison, la période, mais aussi le marché, le benchmark, trouver où il y a un problème, et après, trouver le pourquoi il y a un problème. Après, ne paniquez pas, en 2025, ça ne veut pas dire que tous les départs sont dus à un problème. Tous les ans, quel que soit le contexte du marché, vous avez toujours ce que moi j'appelle les départs naturels. C'est-à-dire que des gens, au bout de 3-4 ans, ont fait le tour du poste et s'en vont naturellement parce que vous avez des profils qui, au bout de... J'ai même des profils qui me disent « Moi, je ne reste pas plus de 2 ans ou 3 ans dans une même entreprise. » Parce qu'ils ont tout simplement envie de bouger, d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Donc, vous avez encore cette forme de turnover en 2025. Et quand c'est comme ça, c'est naturel, vous ne prenez pas la tête. C'est quand le turnover n'est pas naturel, c'est là où ça devient compliqué. Voilà, c'est là où vous devez creuser. On passe au quatrième. Trop vite, l'absentéisme. Voilà, l'absentéisme. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le marché n'est pas propice au changement? C'est-à-dire, en fait, que les personnes qui aimeraient bien changer ne peuvent pas changer parce que finalement, le marché ne s'y prête pas. C'est-à-dire que vous avez un turnover faible. Et généralement, quand les gens ne peuvent pas vous quitter, ils s'absentent. Et donc, vous avez un taux d'absentéisme fort. Donc, si tu peux tourner, s'il te plaît, Nicolas. Ouais, pardon. Donc, cette année, vous avez un turnover qui baisse, c'est cool. Alors, regardez votre taux d'absentéisme. C'est un indicateur précoce de problèmes à gérer au sein de votre organisation, tels que le manque de motivation, un non-alignement des conditions de travail,
Donc, est-ce qu'elles sont satisfaisantes ou pas? Donc, je reviens à l'engagement au tout début. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème de santé mentale? Est-ce que vous avez surchargé? Est-ce qu'il y a un problème managérial en interne, etc.? Quelle est la cause de l'absentéisme? Autre chose que vous devez regarder, il ne suffit pas de regarder le taux d'absentéisme. C'est le type d'absentéisme que vous devez regarder. C'est-à-dire, est-ce que c'est une absence occasionnelle qui arrive une fois, une personne dans l'année? Est-ce que c'est une absence régulière, c'est-à-dire une personne qui se met en arrêt plusieurs fois au cours de l'année? C'est-à-dire, est-ce que aussi ces absences sont longues, courtes? Et est-ce que vous avez plusieurs absences dans un même service, sous un même management, sous un même type de poste? Ça peut être dans différents services, mais sur un même type de poste parce que vos conditions de travail ne sont pas les bonnes. Voilà. Donc, un salarié qui ne peut pas changer, mais qui n'est pas content, généralement, il s'absente. Donc, regardez bien ce taux d'absentéisme. Le taux d'absentéisme d'aujourd'hui, si jamais vous ne le réglez pas, c'est un fort turnover le jour où le marché est propice au changement pour vos collaborateurs. Donc, c'est pas à 100% votre turnover de demain, mais ce sont des problèmes RH et un turnover de demain. Donc, généralement, quand on est sur des absences très longues, on atterrit sur une inaptitude, des ruptures conventionnelles. Il y a conflit à la fin. Donc, s'il vous plaît, en 2025, regardez votre taux d'absentéisme et comparez-le au taux d'absentéisme de 2023 et 2024. C'est très important. Comment est-ce qu'on fait pour traiter ce levier? Parce que vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais quels sont les leviers? Quand vous avez un fort taux d'absentéisme, généralement, vous devez faire des enquêtes en interne. Donc, vous devez aller regarder ce qui se passe au niveau managérial, vous devez aller regarder ce qui se passe au niveau des postes, vous devez aller sur le terrain. Voilà, vous devez aussi analyser les charges de travail. Et il faut surtout beaucoup communiquer avec les personnes qui s'absentent. C'est-à-dire que si jamais vous avez un collaborateur qui se met 15 jours en arrêt tous les mois, ou tous les 2-3 mois, il faut savoir si c'est d'ordre professionnel ou personnel. Est-ce que c'est le personnel qui l'empêche d'être bien dans son poste? Est-ce que c'est l'inversement? Est-ce qu'il a trop de charges de travail et les conditions de travail ne lui permettent pas d'avoir une vie et un équilibre vie pro-vie perso? Tout ça, c'est à creuser. J'ai une question de David. Est-ce que le taux d'absentéisme peut être corrélé à la mesure de l'engagement? Oui, moins votre collaborateur est engagé, moins il a envie de venir au travail. Et s'il ne peut pas changer, il s'absente. Voilà. En complément d'un questionnaire, oui, posez des questions. Les questionnaires peuvent être anonymes. Donc, n'hésitez pas à faire des questionnaires anonymes. Plus vous ferez des questionnaires anonymes, plus vous aurez de données. Et en plus c'est anonyme, plus les gens se lâchent. Alors, vous aurez toujours des excès. D'accord? C'est pour ça que dans vos questionnaires, n'hésitez pas à mettre des questions qui veulent plus ou moins dire la même chose, mais qui sont notées différemment. Donc, demandez-leur une note et toujours l'espace d'un commentaire. C'est important de connaître aussi les mots qu'ils mettent sur leur engagement, les conditions de travail, la frustration qu'ils ont, le bonheur, enfin peu importe, le bien-être. Il faut que vous ayez leur verbatim. Parce qu'il y a une différence entre un collaborateur qui va avoir, on va dire, un vocabulaire assez brut, assez vulgaire, assez énervé sur les verbatims, qu'un collaborateur qui va vous mettre une note de 4 sur 10, mais dans le commentaire va dire « mais je reconnais qu'il y a ça aussi, voilà, je mets 4 sur 10 parce que… Voilà. Comment est-ce qu'on mesure l'absentéisme, Nicolas? Alors, comment on mesure? Attends, je regarde juste parce qu'il y a j'avais juste vu une notification. Alors, je vais vous dire, en termes de méthodologie, ça ressemble énormément à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le turnover. On est toujours dans une logique, une optique de partir du général. Et comme disait Lina, d'avoir le taux d'absentéisme de l'année en cours par rapport à l'année précédente, par rapport aux 2 années précédentes. Là aussi, on vous donnera la possibilité de le comparer par rapport à la moyenne du marché, par emploi, par statut, dans votre région, et par emploi dans votre région. Je vous ai mis un exemple là où vous avez le nombre de salariés absents par type d'absence. Vous l'avez ici en valeur absolue. Vous avez en bas le ratio, cette même information regroupée, donc l'histogramme empilé par statut.
Mais vous pourrez aussi suivre l'évolution mensuelle, annuelle, avec une comparaison N-1 de ces différents types d'absences. Et s'il y en a un qui grandit énormément, là, effectivement, vous avez un problème. Comme disait Lina, le type d'absence serait extrêmement important. Chose intéressante, ce qu'elle disait, c'est notamment de vérifier si cet absentéisme, si vous n'avez pas un ou plusieurs collaborateurs qui sont souvent absents, des multi-absents, des poly-absents, vous l'appelez comme vous voulez. En haut à droite, vous avez un indicateur qui vous donne combien de collaborateurs ont été absents une fois, 2 fois, 3 fois. Donc vous avez en abscisse le nombre d'absences et en ordonnée le nombre de collaborateurs. Donc on voit qu'il y a un bâton qui est assez grand qui indique qu'il y a un peu plus de 200 collaborateurs qui, sur la période sélectionnée, étaient absents une fois, mais vous avez 3 collaborateurs qui ont été sur une même période absents plus de 8 fois. Et là, il y a un problème. Alors, il y a peut-être des raisons pathologiques. Ok, très bien. Et on vous donne la possibilité de vérifier qui sont les personnes derrière, parce que vous avez la possibilité de voir qui sont les personnes concernées, donc avoir la donnée nominative. Mais typiquement, là, on a un indicateur qui nous indique que, ok, il y a quelque chose là qui ne va pas. Et cet indicateur, vous allez pouvoir le filtrer, là aussi, encore une fois, par statut, par service, faire un croisement service-statut. Et je reviens sur la question que vous posiez, David, tout à l'heure. On a tout à fait la possibilité dans l'application de mettre côte à côte le ratio d'absentéisme par service et à droite, la satisfaction au travail, avec les questionnaires que je vous ai montrés tout à l'heure, par service. Et vous allez pouvoir immédiatement vérifier s'il n'y a pas une corrélation entre un taux de bien-être ou un taux de satisfaction au travail, on va l'appeler comme on veut, et un ratio d'absentéisme qui pourrait éventuellement évoluer dans un service. Donc c'est tout à fait possible et évidemment on vous conseille de le faire. Et la formation. Ouais, c'est le dernier indicateur que moi je suivrai en 2025. C'est pas forcément, alors en toute transparence, celui que je suis le plus. Maintenant, avec ce qui se passe depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, voilà. Donc, alors il y a 2 choses qui se passent au niveau depuis l'apparition de l'intelligence artificielle. En tout cas, depuis que l'intelligence artificielle a atterri dans les mains du grand public. On va dire ça comme ça. La première, c'est que on a beaucoup fait peur aux gens sur les postes vont disparaître et bientôt on aura moins en moins besoin des êtres humains sur certains postes. Mais d'autres postes vont apparaître parce que l'IA a du bon, c'est-à-dire que donc, d'autres postes vont apparaître et donc potentiellement il faut que les gens se préparent à des reconversions ou à l'évolution des types de postes sur notre marché du travail. Donc potentiellement, peut-être, vous avez eu des collaborateurs inquiets qui vous ont demandé dans votre vision stratégique et dans l'évolution de l'entreprise de savoir quels seraient les postes supprimés, remplacés et les nouveaux postes à apparaître. Et dans les entretiens de professionnalisation, qui potentiellement au départ n'étaient pas toujours acceptés par les collaborateurs, aujourd'hui sont demandés par les collaborateurs pour vous dire, bon bah aujourd'hui on parle beaucoup de l'évolution du marché, du changement de l'IA, moi je veux être préparé à ça parce que pour moi mon poste va potentiellement disparaître, donc je veux une reconversion et donc là vous allez devoir avec eux dans le suivi de leur carrière professionnelle pondre un plan d'action et notamment mettre des formations en place. Donc normalement, il se pourrait bien que le taux de demande de formation ait augmenté dans un contexte où les budgets qui sont alloués à la fois par l'État et par les OPCO, enfin par les OPCO et par les aides d'État, diminuent. Je reviens quelques années en arrière, on était un peu les banques à Rothschild, on va dire ça comme ça, mais il y a quelques années en arrière, les entreprises avaient dans leur budget stratégique, budget RH, des enveloppes dédiées à la formation. Ça, c'était avant que tous les fonds soient mutualisés dans un nombre d'OPCO restreint. Donc, vous aviez votre taxe formation, super. Vous aviez les aides de l'État, vous aviez les fonds des OPCO et vous, en interne, vous aviez un budget formation qui pouvait aller jusqu'à le plus haut que moi j'ai eu, c'était 1,09 de la masse salariale. Ces budgets formation ont diminué, ces budgets propres que vous sortiez de vos fonds ont diminué. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a un petit sujet de demande de formation qui augmente et budget qui diminue. Donc, ce qui est important pour moi de suivre, c'est
le taux de formation que vous réalisez, puisqu'en plus de ça, je vous rappelle que vous avez l'obligation en tant qu'employeur de garder l'employabilité, en tout cas de conserver le taux d'employabilité de vos collaborateurs. D'où le fait que vous ayez vos fameux entretiens professionnels obligatoires tous les 2 ans ou 3 ans si vous avez fait un accord d'entreprise. Et quid de ces formations que vous faites? Vous, ce que vous allez regarder, c'est surtout l'impact sur le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement. C'est-à-dire, est-ce que l'investissement que j'ai fait dans une formation m'a rapporté quelque chose? Est-ce que ça a fidélisé mon collaborateur qui croit en la stratégie future? Voilà. Est-ce que ça a impacté la performance du collaborateur? Attention, généralement, on paye des formations aux collaborateurs et très rarement, on suit la performance. Donc, comme aujourd'hui, on a de moins en moins de budget, normalement, c'est ce que je vous souhaite, dans ce taux de formation, dans cet indicateur de formation qu'il faut suivre, je vous invite à mettre en face le nombre ou le taux de promotion ou de mobilité interne que vous avez. Plus vous aurez un taux de formation qui correspond à ce taux de mobilité et d'évolution en interne, plus ça voudra dire que l'investissement que vous avez fait dans ces formations est bon. Donc, ne faites pas des formations juste par obligation, faites-les stratégiquement. Surtout que maintenant, il va falloir remettre la main à la poche. C'est-à-dire que pendant quelques années, on a moins mis à la poche parce que tout tombait par les OPCO et par l'État. C'était magique, il y avait beaucoup de financement. Aujourd'hui, c'est considérablement réduit. Donc, faites très attention à ce taux de formation parce que comme vous avez une obligation de maintenir l'employabilité des collaborateurs et que dans l'index, on vous demande de donner ce fameux taux, vérifiez qu'il y ait décrypter ce taux. Voilà, surveillez-le et décryptez-le. Mais surveillez-le pas une fois dans l'année. Je pense que 2 fois, c'est bien. Voilà. Comment est-ce qu'on fait, Nicolas? Comment est-ce qu'on fait? Voilà, toujours. Alors, je reprends les exemples de nos applications, mais vous aurez la possibilité, et vous, encore une fois, sur Excel, ça marche aussi, c'est pas un problème, mais de voir par genre le nombre de personnes que vous avez dans l'entreprise, le nombre de personnes qui ont été formées et le taux de formation. Donc, déjà, voir s'il y a un écart entre les hommes et les femmes. Vous avez également cette information par statut, par métier, voire par service, par métier. Vous allez pouvoir mettre en face toujours un indicateur à côté. Le taux de promotion, comme disait Lina, alors je ne l'ai pas sorti là parce que le tableau est un peu plus grand, donc il ne rentrait pas, mais on pourra très bien mettre en face la part des employés qui ont été formés et le taux de promotion sur chaque statut, sur chaque service, chaque emploi ou par genre. Et donc vous avez tout ça de façon automatique et par un système de filtre, vous allez pouvoir affiner par période, par société, par équipe ou par service. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est évidemment de suivre le métier, N-1 par service. Et, comme disait Lina, les promotions versus les formés. Donc déjà, dans l'absolu, quel est le taux de formation dans votre entreprise par genre, par service, par emploi, par statut? Est-ce que ce taux a évolué par rapport à l'année précédente et par rapport au budget? Mais surtout, mettre à côté le taux de promotion et voir s'il y a une corrélation entre les deux. Et pourquoi pas le taux de départ, voir s'il n'y a pas une corrélation inverse, c'est-à-dire que moins les gens sont formés, plus ils partent. Voilà un petit peu ce qu'on voulait partager avec vous. Avant de clôturer ce webinaire, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a eu quelques questions dans le chat, mais n'hésitez pas si vous avez des questions partagées. Je vais vous partager, en attendant que vous reveniez vers nous, un lien qui vous permet, si vous le souhaitez, de prendre rendez-vous pour partager. Est-ce que tu m'entends, Nicolas? Oui, je t'entends, oui. Ouais, je voulais juste rajouter quelque chose, j'ai mon micro qui s'est coupé, qui ne voulait pas se réactiver. Juste pour la partie formation. Donc Nicolas a parlé de mettre le taux de formation face au nombre de départs. Ce qui est intéressant de savoir dans les nombres de départs, c'est de savoir est-ce que les personnes que vous avez formées sont parties? Parce qu'auquel cas, vous avez investi dans de la formation qui, du coup, ne vous rapporte rien. Voilà, donc votre ROI baisse. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir si les formations que vous avez fait faire à vos collaborateurs, c'était pour vous ou pour le futur employeur. Voilà, juste pour un peu la partie ratée. Et nous organisons beaucoup d'autres webinaires. N'hésitez pas à aller sur notre site, où vous aurez des webinaires sur différents thèmes. Il n'y a pas longtemps, avec Lina, on a animé un webinaire sur
Comment mettre en place une BI dans une entreprise, quelles sont les différentes étapes, qu'est-ce qui est important, à quoi il faut faire attention, comment vous pouvez choisir, quels critères de choix vous devez avoir pour choisir un logiciel de BI. Et je mets Excel de côté parce que Excel, c'est un tableur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site. Vous avez pas mal d'informations, dans l'article, des liens directs pour prendre des rendez-vous ou pour assister à d'autres webinaires. J'espère que ce webinaire vous a plu. On espère avec Lina qu'il vous a plu. Vous recevrez par mail le replay, donc vous pourrez le regarder ou le partager en interne si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.